Bonsoir, merci d'être si nombreux. Et voilà, parce que quand j'ai vu le temps, je me suis dit, il y en a peut-être qui auraient envie de coucouner, de pas sortir. Mais voilà, vous êtes venus quand même. Tout à fait. Alors, ce soir, alors déjà, je me présente. Bon, la majorité me connaissent. Donc, je m'appelle Éléonore Tarlet, je suis psychologue, psychothérapeute et je fais aussi les petites conférences, je suis aussi formatrice, je fais des chroniques radio et puis je suis formée à pas mal de choses et notamment aux thérapies qu'on appelle scientifiques, les thérapies cognitivo-comportementales, le MDR, mais aussi à beaucoup d'autres choses, de l'IFS, de la thérapie cognitive, acte-thérapie, méditation, IFS, thérapie d'impact, beaucoup de choses, voilà. Donc ça me permet d'être outillée et puis de pouvoir illustrer ou de pouvoir faire des liens entre différentes théories et ça permet de mieux illustrer. Parce que souvent on se rend compte que en fait, on parle toujours un petit peu des mêmes choses, mais ça va pas être les mêmes mots de théorie, mais on retombe toujours un peu sur nos pattes. Donc c'est éclairant. Voilà, donc chaque premier samedi du mois, je propose un apéro psycho, ici au Chat Bleu. Alors au démarrage, c'était l'idée d'un café philo, mais comme c'était psycho, c'était café psycho, et comme c'est tombé à l'heure de l'apéro, c'est devenu apéro psycho. Voilà pour vous expliquer. C'était pas l'idée de s'arsouiller au démarrage, c'était voilà. Ben. Donc évidemment, c'est dans un lieu que je trouve assez sympathique, hein, qui est petit et qui est propice aux échanges. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir pour enrichir ou pour voilà. Hein. Tout est bienvenu et l'interactivité est toujours enrichissante. Alors ce soir, moi, on m'a demandé si je pouvais traiter le thème des crises d'angoisse. Alors ce soir, on va parler des angoisses, pas que des attaques de panique ou des crises d'angoisse, mais des angoisses plus largement. Alors, les angoisses, c'est une émotion qui découle d'une des émotions primaires, des émotions de base, qui est la peur. Donc, on parle d'angoisse, on parle d'anxiété, on parle de stress. Donc, je vais vous reprendre un petit peu tout ça, l'attaque de panique, de crise d'angoisse. J'ai mis le mot épilepsie, je vous dirai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Ça me paraît intéressant de faire des liens aussi avec d'autres choses. Donc c'est une émotion qui découle de l'émotion de base, la peur, et je vous parlerai aussi de la sidération, puisque c'est toujours intéressant quand on parle de la peur, des angoisses, d'aborder aussi la dissociation et la sidération. Alors les émotions primaires et les émotions secondaires ou combinées. Donc je pense que la majorité des personnes ici, vous les connaissez. Quelles sont les émotions primaires? Il y en a 5. La peur, voilà. La joie, donc ça c'est l'émotion primaire positive. La colère. Tristesse, tout à fait. Et le dégoût. Et alors il y en a une en plus, exactement, la surprise. Quand je dis 5, en fait pour moi c'est les négatives. Effectivement la joie c'est l'émotion primaire. Moi je compte dans les 5 que les négatives, donc ça fait 6 primaires de base. Et des émotions combinées ou secondaires, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Le stress, oui. Alors, ça va être une émotion qui découle de la peur, mais c'est pas la même intensité. Donc, oui. La peur, il peut y avoir effectivement la terreur, il peut y avoir l'inquiétude. Vous voyez, au niveau du continuum d'intensité, chaque émotion peut être plus ou moins intense. Mais les émotions combinées, ça va être par exemple la honte, la culpabilité qui sont combinées entre plusieurs émotions primaires. Donc ça, il peut y en avoir énormément. Alors, les premières sont génétiquement programmées, c'est-à-dire que nos émotions... Alors, je reprends vraiment les émotions pour parler ensuite des angoisses, mais c'est important parce que c'est la base. Nos émotions sont génétiquement programmées et nous permettent la survie. Donc la colère, ça va permettre peut-être de se défendre, de passer à l'attaque si on est agressé par un mammouth. Non, je plaisante. À l'origine, c'était ça, mais... donc la colère permet d'activer un mode de défense, de protection pour marquer ses limites ou pour éviter que peut-être ça dégénère. La peur peut permettre de s'échapper d'une situation où on est en danger. La tristesse permet de digérer un deuil.
C'est-à-dire que quand on s'autorise pas la tristesse, ou ça peut être la dépression, ben finalement, on va faire peut-être des deuils pathologiques ou des deuils retardés. Donc, il est important de laisser la tristesse se digérer pour que le cerveau puisse un peu accepter la situation et avec cette souffrance, un peu faire une mise à jour et revenir au présent en acceptant l'événement passé, en acceptant le deuil, la séparation, la situation qui a généré cette émotion. Le dégoût, bah, ça peut permettre peut-être de sortir de soi des aliments qui nous auraient intoxiqués, qui auraient peut-être mené à la mort aussi. Et la surprise, ça permet le figement. Alors, chez nous, on le voit peut-être moins, mais chez les animaux, ça permet la survie, le figement. Parce que le prédateur se dit « Oh, bah zut, ma proie est morte, c'est avarié », il détourne sa route et ça permet à la proie de sortir du figement et d'aller se cacher et d'éviter la mort. Donc voilà, les émotions permettent la survie. Alors c'est vrai que nous, dans nos sociétés, les émotions négatives, on va chercher à les faire disparaître à tout prix. Donc c'est pas bien. Oh, faut surtout pas être angoissé. Oh, faut pas être triste. Faut tout le temps être fun. Vite, ma petite pilule bleue, elle est où? Pardon. Alors, voilà, les émotions, c'est important de les prendre. Alors les premières, je vous disais, sont génétiquement programmées et permettent la survie. Et les émotions secondaires ou combinées sont des émotions qui vont être plus sociales, plus apprises. Par exemple, la honte. Quoi, tu n'as pas honte? Honte à toi, tu devras avoir honte de ce que tu as fait. Et finalement, l'enfant va apprendre à avoir honte. La culpabilité, on va nous faire culpabiliser. Tu te rends compte ce que tu me fais, hein? Tu te rends compte à cause de toi ce que je vis? Et ce sont des émotions que l'environnement va générer. Donc ça va être un apprentissage sur le second type d'émotion. Alors voilà, ces émotions plus complexes, j'avais pris une liste, voilà, culpabilité, embarras, mépris, complaisance, enthousiasme, ils mettent ça en émotions combinées, fierté, plaisir, satisfaction, honte. Bon, il y en a certainement beaucoup plus. Alors, je voulais vous parler ensuite, ça va jusque-là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ou des illustrations, voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler du stress et du modèle de stress de Selye, qui s'appelle le syndrome général d'adaptation, SGA. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la fac, qui est encore dans l'historique, on va dire, de la découverte du stress. Donc aujourd'hui, on connaît encore plus de choses, mais Selye a découvert que on avait du stress et que ça permettait, puisque c'était un endocrinologue, que ça permettait hormonalement d'adapter le corps, de préparer le corps à la gestion du stress, donc à la fuite ou à l'attaque. Et voilà, donc ce SGA est une réponse non spécifique du corps à toute demande. Donc c'est une réponse adaptée à un stress. Le souci, c'est adapté si on est face à un stress aigu, par exemple le trac de monter sur scène. Ça devient inadapté quand c'est chronicisé. Donc il y a deux types de stress. Et lui, il avait observé 3 phases de réaction de stress. La phase d'alarme, donc là on sent bien, hein, on transpire de partout, comme dirait une copine, j'ai plein poil de sec. Je sais pas d'où je lui prenais cette expression, mais voilà, elle disait ça pendant le yoga et à chaque fois on rigolait et donc on se faisait reprendre puisque le yoga, il ne faut pas rire. Et donc on le sent bien quand on est activé dans un stress, hein, donc ça c'est vraiment une réaction hormonale qui est générée par l'amygdale qui envoie un signal au surrénal qui crée des hormones de stress qui vont activer le cœur, nous faire transpirer, nous préparer à la fuite ou au combat. Ensuite, la phase de réaction, donc on va libérer ce potentiel hormonal qui nous prépare. Et ensuite, il y a une phase d'épuisement, c'est-à-dire que on le ressent, hein, quand on a été très stressé, après on a une fatigue qui nous tombe d'un coup. Voilà ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation ou le stress. Donc ensuite, il a développé un E-stress, donc là qui est un stress positif, hein, puisque comme je parlais du trac ou on a un examen à passer, on est en stress, mais en fait ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc le stress n'est pas non plus systématiquement négatif, comme l'angoisse d'ailleurs, qu'on va peut-être voir. Alors stress chronique et stress ponctuel. L'état de stress aigu, c'est une réaction intense.
on la connaît, désagréable, dysfonctionnelle, qui survient peu après un événement traumatisant accablant. Alors là, on parle d'état de stress aigu. Là, je vous parle d'une classification du DSM-4. Alors souvent, je vous en parle, puisque les maladies mentales sont classées mondialement dans des référentiels de classification. On a le DSM qui est aujourd'hui 5, version 5, et on a la CIM, la classification internationale des maladies, qui était à 10e version. Je crois qu'on est toujours à celle-là, j'espère pas dire de bêtises. Et vous devez connaître le PTSD, l'état. Alors aujourd'hui, ça a changé un petit peu de terme. Voilà, le PTSD en anglais, c'est post-stress disorder, le trouble de stress post-traumatique. Bon, l'état de stress post-traumatique. Donc au démarrage, on a un stress aigu, ce qui est normal si le trauma de l'environnement ne continue pas. Si ça continue, on va déboucher sur un trouble de stress post-traumatique. Et ça peut donner lieu à une dépression avec cet épuisement qui vient après. Puisque l'état de stress, il va monter en flèche pour qu'on soit adapté. Il n'est pas fait pour rester au top tout le temps. Ça épuise nos ressources hormonales et ça peut déboucher sur une dépression. Donc par exemple, les victimes de manipulateurs qui sont continuellement en état de stress régulier vont peut-être développer une dépression. Et en général, les gens arrivent chez moi en me disant voilà, on m'a étiqueté dépressif et je sais pas pourquoi, en fait, il y a rien qui l'explique, je suis bien dans ma vie, tout va bien. Donc voilà, alors j'avais pris quelques notes. Donc le stress, voilà, le type de stress chronique découle de l'exposition prolongée et répétée à des situations, ce que je vous disais, prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter les hormones du stress. Le stress chronique est mauvais pour la santé, on le connaît. Il affaiblit le système immunitaire et donc notre système de réponse au stress n'est pas fait pour être activé constamment. À la longue, il mène à l'épuisement de l'organisme et à des maladies qu'on connaît. C'est pas toujours facile de l'identifier. Donc on est en train de chroniciser du stress. On peut ne pas l'identifier tout de suite. Alors, donc voilà, 2 types de stress. Je reprends un petit peu. Les problèmes surviennent lorsque nous sommes exposés de manière répétée au même stresseur ou à différents stresseurs sur une longue période. Alors ensuite, je voulais vous parler des 3 réactions génétiquement programmées face à un stress. Donc ce stress, pourquoi on nous a pas créé en disant tiens, on va créer une réaction de stress comme ça pour s'amuser. C'est pour nous préparer. Alors je vous disais préparer à l'attaque, donc on a bien vu, si on est hyper activé, on a beaucoup de sucre dans le sang, on a le cœur qui oxygène beaucoup, c'est pour qu'on puisse vraiment déployer le meilleur de nous-mêmes si on doit se défendre. La fuite, ça va être pareil. D'ailleurs, on le voit dans vidéo gag parfois, des gens qui ont très peur. Moi, je me souviens d'un truc, bon, ça fait rire, mais enfin, le gars, il était limite infarctus. On avait mis dans une pièce une personne, je crois qu'on avait recruté pour ranger des cartons, et puis on lui avait dit oh là là, mais il y a un boa constrictor, c'était en Afrique, qui s'est échappé, on sait pas où il est. Et puis la personne lui monte la pièce là, et referme, il s'en va, il ferme la clé. Et donc la personne commence à ranger les cartons, puis tout d'un coup on entend, puis voit un truc bouger en dessous. Alors la personne commence à faire donc il essaye de sortir, puis la voit qu'il est enfermé. Et en fait, il a eu tellement peur qu'il a décollé, mais vous savez, comme les chats qui décollent à l'horizontale, là, mais vraiment, et il est passé à travers le faux plafond, et il est tombé sur les rails et je sais pas du tout comment il a décollé. En fait, sa réaction de peur était telle qu'il avait des ressorts à la place des jambes, quoi. Et c'est vrai que sur la vidéo, c'est drôle, mais lui, je pense qu'il était limite. Moi, je pense que je me serais fait un infarctus. Mais bon, c'était pas drôle pour lui. Donc voilà. La fuite ou l'attaque, si on peut ni fight ni fly, on va frozen. Donc là, voilà, vous connaissez aussi. Donc là, c'est une réaction de sidération, on voyait avec les animaux qui figent, qui permet aussi la survie. Alors, on a une première réaction de stress pour nous permettre de réagir. L'adrénaline. Le souci, c'est que si la situation stressante ne stresse pas, avec un gros stress comme ça, le cœur est tellement activé qu'en fait, on risque un infarctus. L'organisme n'est pas fait
pour être confronté à autant d'hormones de stress. C'est fait pour réagir rapidement et s'extraire de la situation. Du coup, on a une espèce de coupe-circuit au niveau du cerveau, hein. On est bien fait. Et ce coupe-circuit, ça va être hormonal aussi, c'est de la kétamine et de la morphine autour de l'amygdale, hein, au niveau du cerveau limbique, qui va un peu déconnecter le cerveau du corps, c'est-à-dire qu'en gros, on peut rester dans une situation où il y a un problème. Alors, ça va être dans les traumas importants, par exemple un viol, qu'on va observer ce genre de choses. Il faut qu'il y ait coupe-circuit, parce qu'on ne peut pas, en fait. Et c'est là où, finalement, on va être anesthésié. Donc, c'est des shoots de kétamine et de morphine, c'est des drogues dures, hein, qu'on utilise pour anesthésier les gens. Et finalement, la situation va continuer, mais on ne va plus pouvoir réagir. On va être un peu comme une poupée de chiffon, on peut plus crier, on peut plus fuir, on peut plus bouger. Parfois même, on ne ressent plus rien, on est vraiment anesthésié. Et ça aussi, c'est de la survie, parce que si par exemple on nage dans la mer, bon, pas ici au Havre, hein, on se fait mordre par un requin. Bon, heureusement qu'on est anesthésié, parce que sinon on peut pas continuer à nager. On souffre tellement que donc on va continuer à nager comme un fou, avoir réaction de stress pour aller sur la plage et puis peut-être pouvoir s'en sortir. Donc cette sidération, sur le coup, nous sauve la peau. Mais le second effet qui se coule, c'est là j'utilise mon expression, fait que ça va encapsuler le trauma à l'identique au niveau de l'amygdale. Alors quand je dis encapsuler le trauma, c'est-à-dire que ce moment, avec les sensations dans le corps, les émotions, ça peut être des cognitions négatives sur soi, par exemple je suis impuissante, donc je peux rien faire, ou j'ai pas le choix, ou je suis vulnérable, ou je suis en danger, ou je vais mourir. Donc toutes ces pensées qui ont eu lieu à ce moment-là, ces émotions dans le corps, peut-être de stress intense ou de ce qu'on m'a fait dans le corps, et les émotions vont être figées. C'est-à-dire que sur le coup, je ne les ai pas ressenties en fait. Et le souci, c'est que ça va donner lieu à des symptômes qui vont pouvoir être redéclenchés quand il va y avoir des déclencheurs spécifiques. Alors ça peut être par exemple une odeur. Si je reprenais l'exemple du viol, s'il y a une odeur de transpiration à ce moment-là, je suis dans le tram et je sens la même odeur de transpiration, mes symptômes vont être redéclenchés. C'est vraiment un peu comme si je marchais dans un champ de mines. Donc il peut y avoir des déclencheurs partout. Et c'est ça le problème, c'est ça qui amène à consulter. Alors ces sidérations peuvent aussi donner lieu à des amnésies traumatiques. Et là encore, sur le coup, c'est protecteur. Et je peux avoir vécu des choses dont je n'ai même pas souvenir, et qui vont être réactivées quand peut-être ma fille a l'âge que moi j'avais quand c'est arrivé. Et tout d'un coup, je vais avoir des peurs intenses en voyant ma fille, en disant « Oh mon Dieu, mais ça se trouve, elle va être kidnappée, ou elle va faire une mauvaise rencontre, ou on va aller faire quelque chose. » Et je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai ces pensées-là maintenant, alors qu'avant ça allait bien. J'avais pas ces peurs-là. Donc voilà un petit peu pour parler rapidement des 3 F. Fight, Fly, Frozen. Alors, si on revient sur les attaques de panique sous des mains de rage, on était quand même là pour ça. Donc ça va, vous me suivez jusque-là? Alors, justement, ce que vous vous apportez, c'était la première chose que je voulais dire, parce que c'est le plus simple. On peut avoir une vie normale, et un jour faire une attaque de panique, mais quelque chose de très fort. Alors, en général, on se demande si c'est pas un infarctus, ou enfin... C'est vraiment très envahissant, notre corps nous appartient plus, on peut avoir des réactions, on comprend pas ce qui nous arrive, on perd le contrôle complet sur ses réactions, sur son corps, on ne se maîtrise plus. Et c'est tellement important qu'après on va développer la peur d'en refaire. La peur que ça vous reprenne et que vous puissiez rien faire, ou qu'il y ait personne pour vous aider et que vous soyez démunis. Exactement. Donc ça illustre bien le cercle vicieux dans lequel on peut rentrer. C'est-à-dire que comme on a déjà fait un épisode comme ça, on a eu très peur. Alors en général, ça se finit bien. C'est-à-dire que c'est juste une grosse peur. Enfin, juste. C'est facile à dire. mais à l'origine, ça n'est qu'une émotion. Donc il y a la réaction d'alarme qui a été déclenchée, qui s'emballe. Parfois, on ne sait pas toujours pourquoi. Voilà. Et alors après, on a la peur d'avoir peur, comme Christophe André a écrit son bouquin. Et on va tout faire pour éviter d'être dans une situation où on pourrait être démuni, où ça pourrait nous arriver, où on pourrait ne pas nous porter secours. Donc au fur et à mesure, on va éviter plein de situations. Et on va faire ce qu'on appelle en TCC, on va avoir une généralisation en fait de nos symptômes. Plus on va éviter, plus ça va coloniser de lieux différents. Alors ça, c'est un problème. Alors évidemment, c'est ce qu'on demande de faire en TCC, c'est contre-intuitif, puisqu'on nous demande d'aller nous exposer dans les situations anxiogènes. Alors c'est des expositions progressives, hein, évidemment.
Si par exemple, moi j'ai peur des serpents, si direct on m'enferme dans un vivarium, là encore je fais un infarctus, je crois. Hein. Bon. Donc ça va être progressif. Alors évidemment, personne n'a envie de faire ça, puisque quand on a très peur, on y retourne, comme vous dites très bien, on a les jambes qui flageolent, on tient plus debout, on se sent pas du tout de le faire, et ça peut créer une retraumatisation. Donc les expositions, elles doivent vraiment se faire avec des techniques de relaxation et extrêmement progressivement. Donc ça, c'est quand on fait des thérapies cognitivo-comportementales. Ensuite, s'il y a eu un déclencheur, c'est que sans doute, il y avait des choses avant qui ont fait le terreau de ces attaques de panique. Et surtout si vous en aviez fait déjà un petit peu avant. Et les attaques de panique, alors ça peut être plein de choses. Souvent, ce que je vois dans les attaques de panique, c'est comme si on avait une petite batterie en fait qui s'était chargée de stress progressivement. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut ne pas toujours se rendre compte, hein, parce qu'on est très résilient, on est très adaptable, hein, on est des mammifères, on peut traverser plein de choses. Donc on peut être dans des situations de couple qui nous stressent, mais pas forcément l'identifier ou comment dire. Si la personne en face disqualifie en disant « mais c'est toi, t'en fais trop, t'exagères toujours, ah, ça va jamais », en fait, on va penser que c'est nous le problème et qu'on n'est pas normal. Du coup, on va pas légitimer son ressenti et finalement, on va continuer d'encaisser, de subir et puis de remplir sa petite batterie. Et ça peut arriver quand la batterie, elle est pleine et puis que ça arrivait là et comme si le système devait trouver une issue pour purger en fait toute cette énergie négative qu'on n'avait pas pu évacuer. Et ça, je pense notamment à une dame que j'avais vue qui avait fait une attaque de panique très impressionnante sur son lieu de travail et qui m'a dit mais je vois pas, je comprends pas, tout va très bien. Et cette dame en fait s'était pas aperçue parce qu'elle avait beaucoup d'énergie et puis elle s'écoutait pas, elle faisait ce qu'il y avait à faire et en fait ça faisait plusieurs mois, je crois même pratiquement 2 ans, qu'elle était sur 2 postes et là on lui avait demandé d'être sur 3 postes en gros. Parce qu'au début sa collègue est partie en arrêt maladie, ah ben est-ce que tu veux bien en attendant qu'elle revienne, et puis en fait la collègue était pas revenue. Et puis en fait, on n'avait pas remplacé le poste de la collègue qui était partie. Et puis donc comme elle est allée parce qu'elle a beaucoup d'énergie et était compétente, bah finalement personne s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et puis elle a pas trop tiré la sonnette d'alarme. Puis ensuite on lui a remis des choses supplémentaires. Et puis à force, bah elle m'a dit mais je me serais crue folle quoi. Elle avait les bras qui sont partis dans tous les sens. Elle s'est mise à hurler. Elle voyait ses collègues autour d'elle qui la regardaient avec des yeux comme ça complètement démunis, qui était impressionnée. Et alors après, je vous dis, elle avait la trouille que ça lui arrive à nouveau. Donc, cette dame, dans son histoire, il n'y avait pas qu'au boulot, en fait, parce qu'avant, dans ses vies de couple, elle avait déjà chargé la petite batterie sans s'en rendre compte, en fait. Donc, ça faisait quand même beaucoup de choses qu'elle prenait sur elle, sans trop remarquer que finalement, elle a encaissé beaucoup de stress. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses dans notre développement, soit un environnement insécure dans lequel on a vécu. Alors peut-être des parents, il y avait une mésentente ou de la violence. Ça peut être aussi des troubles d'attachement précoce, des troubles de l'attachement insécure ou ambivalent désorganisé. C'est-à-dire, je pense notamment à un monsieur, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais mis épilepsie parce que je pensais à lui, qui s'est mis pré-ado à faire des crises d'épilepsie et qui était sous traitement. Et en fait, moi, il est venu me voir pour des TOC, pour d'autres choses. Mais je comprends mieux maintenant, remettant dans le contexte, pourquoi il avait ces épisodes d'épilepsie qui, pour moi, je pense, étaient liés à ses angoisses. En tout cas, ce monsieur, il avait un parent qui était un papa, pardon, qui était très humiliant, très agressif, violent dans ses propos. Tout le temps à exiger de lui des choses complètement disproportionnées. Si ça allait pas, paf, ça explosait, c'était insupportable. Et ils étaient tout le temps, toute la famille était tout le temps en hypervigilance en fait. Hein. Vous savez, comme ce terrain de mine, comment faire pour pas le déclencher? Est-ce que ça va aller? On pouvait jamais être zen. Jusqu'à parfois être réveillé en pleine nuit ou il sortait de son lit parce que les parents s'étaient disputés. Hey, viens, on s'en va, machin. Et lui, vous vous rendez compte, dans son sommeil, tout d'un coup, il était bien tranquille et hop, il se sent tiré par les pieds et il comprend pas ce qui se passe. Donc cette amygdale était continuellement hyper activée et il a fait sa première crise d'épilepsie importante avec vraiment une absence, hein, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, il parle, il me dit je continue à parler aux gens, mais j'ai des propos complètement incohérents, mais je ne m'en rends pas compte et je reviens à moi, ça peut être plusieurs heures après, où les gens me regardent pareil, je les vois, je comprends pas.
Et les gens disent, mais écoute, ça va pas, enfin tu nous fais peur, rentre chez toi, va te reposer. Et lui dit, ah mais j'étais où? Ah mais qu'est-ce que je fais dans votre bureau? Donc ça a donné lieu à une dissociation, hein. Et alors ces crises d'épilepsie, c'était juste une semaine après qu'il ait eu son permis, sauf qu'en fait son père s'était mis en tête de lui faire la conduite accompagnée pour qu'il ait son permis du premier coup, parce que cette fils devait être toujours au top, et il lui a gueulé dessus, mais continuellement, tous les jours pendant les leçons qu'il lui donnait, et donc il était en leçon de conduite avec son père, qui lui hurlait dessus, mais en continu tout le temps. Il a eu son permis, mais je pense qu'après, il y a eu un espèce d'affaissement, comme on a vu avec le modèle de Sellier, qui s'est tourné en crise d'épilepsie, parce que il me dit maintenant, en discutant avec vous, je comprends, ça fait sens complètement, c'était une semaine après le permis, et là, ça a été vraiment un point d'apogée dans le stress subi par son père. Donc, je sais pas si ça vous aide, ces illustrations. Et du coup, ce monsieur, moi, il est venu me voir pour des talks, mais on comprend bien aussi dans le tableau clinique que cette insécurité, vous voyez, dans son développement, à devoir tout contrôler pour essayer de pas déclencher papa, pour essayer d'être un minimum sécure, on était obligé de mettre du contrôle dans tout pour si je fais ça, ça va se passer bien. Si je fais ça, il va pas râler. Si je fais ça, je serai pas en retard et tout va aller bien. Enfin, et en fait, c'est inhumain, quoi. Et donc forcément qu'on développe des stratégies qui, dans le temps, deviennent inadaptées. Mais je lui disais, pour le gamin que vous étiez, c'était vachement ingénieux de trouver ça, parce qu'il fallait bien trouver un système pour gérer cet environnement, pour essayer de prendre le contrôle un peu sur l'environnement. Voilà, donc pour vous montrer aussi que les symptômes deviennent inadaptés dans le temps, mais dans leur installation, dans leur développement, ils ne le sont pas. C'est des stratégies que l'enfant trouve pour être adapté à son environnement. Et ça, c'est important parce que souvent, on va trop pointer du doigt les symptômes en disant ça, c'est un problème, pas bien, on va vous donner de la chimie pour faire partir ça. Alors que si on regarde dans son développement, si je regarde par exemple la petite Éléonore, peut-être qu'aujourd'hui il y a les symptômes, n'empêche qu'à l'origine, elle était quand même vachement ingénieuse d'avoir trouvé ça. C'était pas bête du tout. Toute seule dans son coin, sans ressources, elle a quand même trouvé ce truc-là. Et quand on s'accueille inconditionnellement en se disant finalement, ces symptômes d'aujourd'hui, c'était des ressources d'hier, déjà on est moins en lutte et tout ce contre quoi on résiste persiste. Donc c'est important de faire en sorte de ne pas résister aux symptômes, mais d'essayer de les accueillir pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc oui, merci pour votre illustration. Du coup, c'était voilà. Alors, je voulais. Est-ce que vous avez d'autres interventions, d'autres illustrations, d'autres témoignages? Est-ce que le stress peut nous réveiller la nuit? Oui. Le cœur s'emballe et. Oui, tout à fait. Alors, le stress peut réveiller la nuit. Le cerveau se répare toutes les nuits se répare, essaye de se réparer, n'y arrive ou pas. Mais il a sa phase de retraitement des données toutes les nuits pendant la phase du sommeil paradoxal. Et c'est pour ça que pendant la phase du sommeil paradoxal, qui est la phase du rêve, il va revisiter des choses. Alors on s'en souvient ou pas du rêve, mais effectivement, si c'est des choses qu'il n'arrive pas à digérer, ça va à nouveau refaire cette émotion et on se réveille peut-être en tachycardie ou parce que peut-être on était en train de vivre une situation, on était démuni, où on allait y passer, où on allait se faire dévorer, ou je ne sais quoi, et le cerveau n'a pas trouvé d'issue. Donc ça peut donner lieu à des cauchemars récurrents, et là le cerveau il se donne les moyens, mais il bug en fait, il y retourne à chaque fois, donc c'est bien, bravo. Et nous on peut tout à fait, par exemple, faire de l'EMDR sur des cauchemars pour lui permettre de trouver une issue. Et ce qu'on sait, c'est que la chimie du cerveau, pour empêcher justement que vous ressentiez l'émotion négative, par exemple les antidépresseurs, c'est pour empêcher que vous ressentiez de la dépression. La dépression, comme on a vu, ça fait partie des émotions qui, c'est un signal d'alarme. Toc toc, il y a un problème, ou il y a quelque chose qui va pas. C'est un peu comme la douleur physique. Si j'ai très mal à la jambe, votre jambe, elle vous dit toc toc, il y a quelque chose qui va pas.
Il faut aller voir le médecin. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, si j'ai très mal à la jambe et qu'on me donne seulement des antidouleurs en disant allez, repartez chez vous, tout va aller bien. Ouais, ça cache le problème et on met une couverture dessus et puis on croit que ça va bien. Voilà, exactement. Et en fait, on fait la même chose pour la tête. C'est-à-dire qu'on va vous donner des anti-ressentis d'émotions négatives. Donc, cette chimie, cette molécule va se mettre au niveau de l'espace intersynaptique et va empêcher que les connexions synaptiques se fassent bien. Donc, le but, c'est que l'émotion négative ne transite pas. Donc, effectivement, vous ne la sentez plus. Par contre, c'est vrai que le retraitement du message, s'il n'est pas fait à un moment donné, il reste coincé. Il va falloir qu'il se fasse plus tard. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec les deuils retardés, par exemple. Si je prends des antidépresseurs pour pas ressentir ma tristesse, peut-être quand j'arrête les antidépresseurs dans 6 mois, 1 an, j'ai cette tristesse qui va revenir parce que le cerveau aura besoin de digérer cette émotion et du coup aura besoin de passer par le stade tristesse pour pouvoir intégrer cette information. C'est des mises à jour disque dur, un peu. Les émotions nous servent à faire les mises à jour disque dur. Donc, ça peut empêcher, pas forcément à 100%, hein. Disons que ça vient interférer. Voilà. Et les études scientifiques, alors, je les connais pas toutes non plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent et je peux pas me tenir à jour de tout. Mais les dernières études scientifiques que j'avais vues sur les effets des médicaments et notamment le moment où on arrête le traitement, c'est que ce qu'on avait traité, par exemple, en EMDR et qui avait été bien résolu alors que la personne était encore sous traitement, quand la personne arrêtait son traitement chimique, le trauma revenait en partie. Pas à 100%, mais il revenait en partie, peut-être 30%. C'est rare qu'on voit des gens qui arrêtent. Après, ça dépend de votre prescripteur. Moi, la façon dont je travaille, c'est en lien avec le prescripteur. C'est-à-dire que c'est un peu, on fait du tuilage. C'est-à-dire que je propose au patient de démarrer le retraitement des informations qu'il a besoin pour retirer les symptômes et en parallèle d'envisager avec son prescripteur un sevrage très progressif. Le sevrage, il n'est jamais du jour au lendemain, il est vraiment très progressif. Donc ça permet de faire un petit peu un transfert entre la psychothérapie où on intègre le matériel et puis la chimie qu'on va baisser. Et l'objectif final, c'est de faire bio, hein. C'est-à-dire que la personne, elle aille bien durablement sans béquille chimique. Et que nous, si on a fait un bon retraitement et qu'on a atteint les objectifs, normalement, globalement, ça va. Voilà. Donc oui, c'est bien effectivement comme question. Voilà. Donc attention, pas de panique, hein, parce que parfois les gens ils veulent arrêter tout de suite du jour au lendemain. C'est jamais du noir ou blanc. C'est pas bien ou c'est bien. C'est-à-dire qu'heureusement quand même, on a des antidépresseurs quand on a des personnes suicidaires et qui sont vraiment tellement mal que heureusement qu'on a cette béquille chimique à ce moment-là. Le burn-out, c'est de l'épuisement professionnel ou de l'épuisement psychique. En fait, c'est une dépression professionnelle. En fait, un burn-out, c'est qu'on a grillé ses ressources. On n'a plus de jus. On ne peut pas faire autre que prendre des antidépresseurs. Si, bien sûr. Tout se retraite en fait. Hein. Tout se retraite. Le cerveau, c'est comme le corps. Hein, il est fait pour se réparer. Donc normalement dans l'absolu, alors bon je vous dis pas si on s'est blessé, on va peut-être garder des cicatrices, quelques séquelles. Bon, si évidemment je perds une jambe, hein, elle va pas repousser, on le sait. Mais globalement on est vraiment une super mécanique. C'est-à-dire que notre cerveau, notre corps est équipé pour se réparer tout seul. Le cerveau il réencode continuellement et il se sert du sommeil et de la phase du rêve pour réencoder. Mais si le cerveau ne réencodait jamais, on serait tous polytraumatisés aujourd'hui. Parce que, je sais pas, ma chute de vélo à 5 ans, ma maîtresse de 10 ans qui m'a engueulée, mon papa qui m'a dit « Ah, tu me déçois beaucoup » quand j'avais 15 ans. Enfin, si tout ça, je le vivais comme à l'époque, je serais polytraumatisée. Le moindre truc me redéclencherait. Donc, il y a énormément de choses que votre cerveau a retraitées sans même que vous vous soyez rendu compte. Traumatisme, il faut, quand on a des angoisses qui reviennent, il faut aller devant, il ne faut pas les chasser, c'est ça? Oui, les accueillir et ensuite aller voir avec l'aide d'un professionnel si toute seule vous ne trouvez pas l'issue pour que la personne aille vous permettre de retravailler, de réencoder les informations à l'origine de ce signal d'alarme qui ne s'est pas éteint. S'il y a toujours des angoisses aujourd'hui, et notamment des angoisses fortes ou qui se déclenchent, c'est qu'il y a quelque chose que votre cerveau n'a pas retraité de façon adaptée.
Ça, c'est le modèle taille, en fait, qu'on utilise en EMDR, hein, et qui est croisé aujourd'hui avec les découvertes des neurosciences et on travaille beaucoup avec la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Et en fait, les neurosciences et ce modèle taille, ça veut pas dire la Thai food. Non, vous pensez aux nouilles? Oui, moi aussi. On ira manger après. Ça veut dire traitement adaptatif de l'information, TAI. Soit notre cerveau, il a traité de façon adaptée l'information, et là, tout va bien, je suis, normalement névrosée. Voilà. Soit mon cerveau n'a pas traité l'information de façon adaptée, et je vais avoir des petits logiciels qui me posent problème, des petits logiciels qui traitent l'info à mon insu, et qui vont se déclencher, hein, comme si je marchais sur une mine, pour certaines choses. Alors, là, on parlait d'angoisse, mais ça peut être d'autres choses. Si, par exemple, moi, j'ai des traumas par exemple, quand j'étais ado, j'ai découvert une conversation de mon père avec sa maîtresse. J'ai découvert que, oh, mon Dieu, mais le couple de mes parents est pas comme j'imaginais. En plus, mon père, il est double. Comment il arrive à cacher ça à ma mère? Ouais, les mecs tous des salauds. Enfin, et du coup, peut-être que, en plus, c'est vraiment à l'âge où moi, j'étais fleur bleue, je croyais que les mecs, c'était bien. Eh bien, peut-être que ça va me créer un logiciel, traitement adaptatif de l'information, donc c'est adaptatif à cet âge-là par rapport à ce que j'ai vu. C'est vrai, j'ai vu qu'un homme pouvait tromper sa femme. Le souci, c'est que peut-être qu'après, quand je développe ma vie de femme, je vais avoir des déclencheurs. Et à chaque fois que mon mec, il sera en train de parler au téléphone, ou qu'il tape un texto, ou qu'il n'est pas avec moi, ou qu'il rentre 1 heure plus tard que prévu du travail, d'emblée, ce logiciel va s'activer. Ah, mais c'est sûr, il me trompe. Mais oui, je le sais. Si mon père pouvait le faire. Voilà. Traitement adaptatif de l'information. C'est-à-dire que mon cerveau, il a eu une information qui était vraie. On peut pas dire à la personne, mais non, c'est pas vrai, tous les hommes sont fidèles. Elle va dire, je sais moi, hein, mon père. Par contre, de le généraliser à tous les hommes et d'avoir un déclencheur systématique pour ces situations-là, ça devient inadapté. Je sais pas si ça vous aide mieux à voir cette histoire de mine ou de déclencheur déterminé. Ça peut être pour plein de choses, en fait. Mais quand il y a réaction d'alarme, c'est par exemple des angoisses, c'est sans doute qu'il y a quelque chose. Alors ensuite, si on prend ça avec l'éclairage des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, une angoisse est autogénérée. C'est-à-dire elle est générée par une pensée, par la façon dont mon cerveau interprète la situation. Et là, quand on travaille avec les TCC, on va faire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. C'est-à-dire qu'on va aller discuter, remettre en cause les pensées à l'origine de cette angoisse. Alors si je peux reprendre mon exemple où je suis persuadée que mon mari est infidèle, je peux discuter, je peux travailler en TCC en disant est-ce que c'est sûr que parce qu'il rentre 1 heure plus tard, il était avec quelqu'un? Est-ce que finalement je peux pas le croire sur ce qu'il m'a dit? Finalement moi, qu'est-ce que ça génère chez moi et à quoi ça me sert de rester là-dedans, etc., etc. Donc on va discuter, on va remettre en cause la légitimité de ces pensées automatiques. Mais en général, si vraiment c'est récurrent ou que c'est fort, moi je vais aller voir en EMDR s'il n'y a pas des événements princeps à retraiter qui sont à l'origine de ça. C'est comme si votre logiciel il redéclenchait encore, vous voyez, pour des situations qui ne sont plus les mêmes. Ça devient un peu disproportionné, quoi. Est-ce qu'en fait, parce qu'au début, quand on a parlé des symptômes, enfin de ce que ça faisait, la peur, on peut vraiment mourir de peur quand l'intensité hormonale ou je ne sais quoi, tout ça. Non, parce que vous avez le coupe-circuit. Oui, voilà, on ne meurt pas de peur, on entend des gens... On entend dire c'est pas possible d'aller jusqu'à cet arrêt cardiaque en fait. Alors, bon, après, si on reprend toute l'histoire, etc., moi je sais pas, j'ai pas toutes les connaissances, je suis un petit être humble. Mais a priori, il y a ce coupe-circuit qui vous permet de disjoncter. Oui, il y a cet homme-là qui s'est retrouvé à l'étage au-dessus, qui en fin de compte a eu peur. Mais il a eu quand même ça s'est arrêté à un moment. Normalement, ça monte en flèche pour pouvoir réagir. Et si c'est trop élevé et que le cerveau, le corps voit qu'il n'y a pas d'issue,
il va vous faire disjoncter avec la kétamine et la morphine. Oui, donc pas de peur. Et par contre, c'est compliqué parce que cette disjonction fait que comme on ne peut pas réagir, vous voyez, d'ailleurs, enfin, je me souviens d'un procès où il y avait plusieurs jeunes, il y avait une tournante, et les jeunes disaient, mais de toute façon, elle était d'accord, hein, elle disait rien, elle se laissait faire. Alors là, c'est typique, elle disait rien, elle se laissait faire parce elle avait sidéré et elle était devenue poupée de chiffon, donc elle ne pouvait plus rien faire. Et ça, c'est pathognomonique, c'est-à-dire que nous, on connaît bien, et donc c'est un signe que là, elle est vraiment, elle n'est pas en mort clinique, mais je veux dire, elle est dans un état de stress extrême, de stress dépassé, qui l'a fait disjoncter. Donc c'est très traumatique. Elle est spectatrice, quoi, elle est pas... Oui, elle devient spectatrice, et parfois elles disent, mais je me voyais comme si j'étais en haut de la pièce, je regardais le truc, j'étais là, j'étais pas là, comme si je regardais un film, quoi. Voilà. Donc ça disjoncte, et en fait on ne ressent plus rien. Et le souci, c'est qu'après, on s'en veut. Enfin, la majorité des victimes disent, mais pourquoi j'ai pas crié, pourquoi j'ai rien dit, mais je suis lâche, je suis pas courageuse, ou je suis coupable, mais c'est ma faute en fait. Et ça va faire pire que mieux. C'est-à-dire que là, on a le second effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on va générer de la culpabilité, de la honte, alors que déjà on est dissocié et que c'était déjà pas fun à vivre. Comme ça aussi. Bon, c'est peut-être pas dans la majorité des cas, mais il y en a qui réagissent tout de suite. Se défendent, après on n'est pas... Alors après, ça dépend aussi de l'histoire qu'on a eue, hein. C'est pas non plus 100% des personnes qui vont pas réagir, mais vous voyez bien, et on l'a vu avec les expériences de 1000 grammes dans les années 50, que la majorité des personnes, mais la grande majorité, hein, je sais plus les statistiques, mais 90-95% des gens ne portent pas aide à leur prochain qui est en difficulté. Et malheureusement, c'est des choses qu'on observe dans les faits divers aujourd'hui tous les jours, avec des viols dans le métro, avec des personnes qui se font tabasser, tout le monde sort son téléphone pour filmer, et personne n'intervient. Personne qui subit ça, elle peut aussi... il y en a qui se défendent, quoi. Il y en a qui se... Oui, alors, il y en a qui... Tout à fait, la personne qui subit ça, ça dépend aussi de notre histoire. Ça dépend de deux choses, toujours l'inné et l'acquis, notre caractère et nos conditionnements. Donc si déjà on a un caractère super battant, pas se laisser faire, on le voit dans la fratrie, on n'est pas tous pareils, hein. Il y en a qui sont tout doux, qui disent nous, pas de conflit, surtout pas d'histoire, puis il y en a d'autres qui vont tout le temps au taquet, confronter les parents. Et qu'est-ce qui fait que certains sont hypnotisables ou pas? Enfin, on le voit hein, actuellement avec ce qui se passe, que des personnes sont très lucides sur ce qui se passe et vont pas accepter de se soumettre, et puis d'autres personnes ne vont pas voir les choses et vont entrer dans un narratif manipulatoire, quoi. Hein. Donc là, on a quelques données. Ensuite, je vous dis, si c'est quelque chose entre l'inné et l'acquis, si un enfant qui a déjà du tempérament, du caractère au démarrage, qui est bien équipé, qui est aimé, qui est valorisé, celui-là, il aura des ressources. Un enfant qui est déjà plutôt quelqu'un de tout doux, de calme, de tranquille, de rêveur, bon, déjà, il va pas avoir le caractère à aller foncer direct, mais peut-être le fait qu'il ait été aimé, valorisé, et fera que de toute façon, il utilisera sa façon d'être, mais d'une façon affirmée. En tout cas, c'est sûr que l'environnement, plus on a été traumatisé, insécurisé, violenté, abusé psychiquement ou physiquement, moins on aura de ressources, plus ce sera compliqué. On est plus vulnérable. Alors à la fois on développe des ressources pour faire face, mais en même temps on a des fragilités, on va dire, on a les deux. Donc c'est pour ça que je reviens avec le MDR, en tout cas réparer ces vulnérabilités, parce qu'après il restera plus que les ressources. Donc là, on sera gagnant. Mais ce cerveau qui disjoncte, il va mettre un temps court, long, à se remettre quand on tombe vraiment en dépression, d'avoir trop supporté et de tomber. Alors la dépression, c'est pas disjoncté, c'est deux choses différentes. Les deux peuvent être en lien, mais la dépression, ça peut être le burn-out, c'est l'épuisement psychique. Hein. La dépression, elle a été démontrée en laboratoire. Donc là encore, c'est une expérience, je crois aussi dans les années 50 ou 60, Seligman, qui était un physiologiste. Et alors, c'est les expériences de psychologie, elles sont sur les animaux, ça, les rats, les chiens, et c'est pas très marrant, on envoie des chocs électriques et tout.
Quand on va à la fac de psycho, on se dit, ouais, c'est un peu barbare. Bon, c'est des petits chocs électriques, mais quand même, c'est pas marrant à savoir. Et l'expérience de Seligman, il voulait démontrer qu'on pouvait créer une dépression. Et son expérience, c'est qu'il a fait avec des chiens, et il y avait 2 systèmes de cages, avec 2 cages à coller. Il y avait les 2 systèmes. Et donc, il y avait les 2 cages, et au milieu, il y avait une petite séparation, mais le chien, il pouvait sauter au-dessus pour aller dans l'autre cage. Et il y avait un processus expérimental comme ça, où, donc vous savez, les expériences, c'est toujours, on prend plusieurs chiens, on répète l'expérience plusieurs fois avec les mêmes chiens, avec des chiens différents, donc on essaye de voir statistiquement, et ensuite on compte le nombre de fois où ça se passe. Donc ça, c'est de la psychologie scientifique. Donc, cette expérience, il y avait un sol, les sols pouvaient être électrifiés. On met le chien dans la cage, on envoie des petits chocs électriques. Dans 100% des cas, le chien, il saute, il va se mettre dans l'autre cage où le sol n'est pas électrifié. Que ce soit le même chien, qu'on répète ça 100 fois, 200 fois, il le fait. Ou que ce soit des chiens différents, ils font tous pareil. Évidemment, il y a une situation inconfortable, désagréable, on l'évite, on cherche à éviter le stress. Dans l'autre expérience, il y avait les 2 sols qui étaient électrifiés. Donc au démarrage, le chien, il fait pareil, il saute pour s'extraire. Mais il s'aperçoit que dans l'autre cage, c'est pareil. Donc, il ressaute pour s'extraire à nouveau de la situation. Il fait ça un certain temps jusqu'à ce qu'il comprenne, qu'il apprenne qu'il est impuissant. Et ça s'appelle, l'expérience, elle s'appelle l'impuissance apprise. Self-helpness. Voilà. Donc, ce chien va apprendre que quoi qu'il fasse, il n'y a pas d'issue. Et il va finir par se résigner. Donc, il va rester en se prenant les chocs électriques et en attendant que ça passe. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Et Seligman a démontré qu'on pouvait générer une dépression en apprenant le renoncement, en apprenant qu'on est impuissant. Quoi qu'on fasse, on n'a pas d'issue. Et quand on est dans des situations familiales où finalement, quoi qu'on fasse, on a tort, où on nous entend pas, où on n'a pas gain de cause, où finalement, à force, le cerveau il va apprendre que de toute façon, ça sert à rien, en fait, ça marche pas. On ne m'entend pas, on ne me défend pas, on ne me protège pas, on me punit toujours alors que c'est ma sœur qui fait les bêtises. Donc on va apprendre cette impuissance. Et ça va faire le terreau de la dépression. Parce qu'on est résilient, l'enfant est très adaptable, on est des mammifères. On va s'adapter. Dans notre développement, on s'adapte, on survit. On a l'impression qu'on traverse le truc sans problème parce qu'on s'adapte et on a beaucoup de ressources pour ça, on a beaucoup d'énergie. Mais arrivé à l'âge adulte, si on continue à subir des choses similaires, donc le supplice de la goutte d'eau, au démarrage, on va s'adapter aussi, on va traverser ça. Et en plus, on va même pas repérer qu'il y a un problème puisqu'on a été conditionné là-dedans. Par exemple, si j'ai un papa humiliant, que je retombe sur un conjoint humiliant, je le vis pas bien. Mais c'est pas vraiment un problème puisque ça fait partie de mon conditionnement en fait. Je suis habituée à ça. Donc je vais pas identifier que ça me crée des problèmes. Et c'est ça le souci en fait. C'est que je vais encaisser sans même me rendre compte que c'est plus un problème que je ne pense. Et d'ailleurs, nos conjoints, on ne nous choisit pas par hasard aussi. Alors quand on se répare, du coup, il y a une réorganisation qui se fait dans le couple parce que l'autre peut ne pas accepter qu'on s'affirme plus. Parce que s'il nous a choisi parce qu'on n'était pas affirmé, on n'était pas assertif, quand on se répare et qu'on s'affirme, alors là, en face, ça bug. On se dit, zut, on va changer le modèle que j'avais choisi, je suis pas contente du tout. Donc ça peut créer des conflits, mais dans le bon sens. Alors si vraiment la personne aime, je veux dire, les rééquilibrages vont se faire. Mais si la personne était par exemple une structure narcissique, ça va poser problème. Donc voilà, je sais pas si ça répond un petit peu, cette dépression, ça va être une accumulation d'impuissance apprise. Alors je vous donne ce modèle parce que je trouve qu'il est assez illustrant. Après, les dissociations, c'est vraiment des shoots chimiques répétés, alors qui peuvent être liés à cette impuissance apprise, mais qui normalement sont des coupes-circuits pour des situations dangereuses où on a un stress élevé et qu'on peut pas faire face. Si j'ai mon père qui me violente, j'ai 5 ans, je peux pas l'aligner. Donc je vais sidérer en fait. Mais effectivement, je vais apprendre à me résigner au fur et à mesure. Donc c'est en lien, mais ça n'est pas la même chose. La sidération, on va dire, c'est une réaction hormonale chimique. La dépression, c'est une conséquence comportementale. Alors, voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas, les dissociations,
ça fait partie d'un tableau clinique. Ça peut faire partie du trouble de stress post-traumatique. Ça fait pas partie du tableau clinique de la dépression, par exemple. Quand on prend le DSM-5 maintenant, donc la classification internationale des maladies mentales, dans la dépression, on n'a pas ça. On va avoir culpabilisation excessive, manque d'énergie, hypersomnie ou insomnie, se remet trop en question, on a honte de soi, voilà, on va avoir tous ces symptômes. On va pas avoir les symptômes de dissociation puisque c'est pas. Enfin voilà, je pense que j'ai été claire, j'espère. Bon, après ça c'est de la psychopathologie, hein, c'est un peu technique aussi. En tant que psychologue, bon, du coup, avec toutes les formations que j'ai faites, à chaque fois, on intègre des nouvelles connaissances et puis ça enrichit notre façon de percevoir les choses. Ben, les gens qui viennent me consulter m'apprennent énormément aussi. Parce que l'expérience clinique, parfois on se dit, ah ben tiens, cette personne, ça me rappelle ce qu'une autre personne avait et pour elle, c'était ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ? Et du coup, ça crée à nouveau un enrichissement dans notre banque de données. Là, vous nous aidez pour qu'on aide les autres. Enfin, c'est génial, c'est circulant, quoi. Donc, si nous, on sait bien écouter et enrichir et dire, ah tiens, c'est intéressant, ce truc-là, je l'avais déjà vu et elle, c'était ça. Peut-être bien que ça va être la même chose. Ça permet de faire des hypothèses et si la personne dit, ah mais oui, mais c'est exactement ça. Ah ben, super. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé lors des dernières formations, c'est vraiment le modèle taille. Le traitement adaptatif de l'information, ça permet de comprendre comment le cerveau encode les infos et d'aller tirer les fils pour voir à l'origine là où on doit permettre au cerveau de réencoder de façon différente. Et ça, je trouve que ça explique tout. Et en plus, c'est croisé avec les neurosciences aujourd'hui, hein, on voit bien, puisque quand on fait des traitements EMDR, on fait un PET scan en IRM avant et après, et on voit les zones qui sont activées quand le trauma n'est pas retraité, quand la personne pense au trauma et est activée par l'émotion. Et après le traitement EMDR, les zones ne sont plus activées en fait. Il n'y a plus d'activation émotionnelle, sensorielle et plus de problème. Donc c'est validé aussi par l'imagerie cérébrale, ça c'est assez incroyable.